Été 2003, une chambre d'hôtel à Vilnius-Rideau, tirait un téléphone qui sonne trop tard. Quand les médecins arrivent, il n'y a plus que le bruit sourd des machines et l'effroi dans les yeux d'une mère. Marie Trintignant, fille de Jean-Louis, et Nadine, actrice adorée, gît entre l'ombre et la lumière victime d'une nuit de tempête où l'amour a changé de nom. On dira dispute, on écrira jalousie, mais les mots tremblent incapables de contenir la violence qui a broyé le visage d'une femme. À Paris, l'information tombe comme une gifle collective. Comment une idole si délicate, si lumineuse à l'écran a-t-elle pu être piégée par l'obscurité la plus intime dans les jours qui suivent la France s'immobilise? Les unes s'empilent les éditoriaux, s'enflamment les plateaux télé, inventoriant l'indicible, la passion qui déraille, la possession qui grimpe la frontière poreuse entre désir et domination. On réécoute des répliques où Marie parlait d'amour, on rembobine ses silences, on cherche un signe avant-coureur, une fissure dans le sourire. Et l'on découvre trop tard ce que tant de femmes taisent, la honte d'être frappées par celui qu'on aime, la peur de nommer l'ennemi quand il porte le visage de la tendresse. Car ce drame n'est pas seulement le naufrage d'un couple célèbre. Il est un miroir tendu à un pays qui trop souvent confond passion et pouvoir en prise et dévotion. Les fleurs déposées au théâtre sentent la cire et le remords. Les bougies, elles vacillent comme des promesses que l'on n'a pas tenues. On voudrait croire que tout cela n'est qu'un accident, une folie passagère, et pourtant, ce qui s'est joué là révèle un mécanisme plus ancien, plus vaste, où l'ivresse d'aimer se retourne en arme. Alors, posons la seule question qui vaille, comment un amour promis au ciel a-t-il fini par creuser une tombe? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière aux racines d'une enfant née sous les projecteurs entre la gloire et ses failles. Marie naît en 1962 dans une constellation où l'art est loi et où l'intensité se vit au quotidien. Son père Jean-Louis Trintignant incarne le cinéma français silhouette mélancolique et voix grave. Sa mère Nadine réalise et écrit une femme de caractère qui trace sa route dans un milieu dominé par les hommes. Pour beaucoup, grandir dans un tel univers aurait été un privilège. Pour Marie, ce fut aussi une enfance sous tension, une lutte silencieuse pour exister entre deux figures écrasantes. Les premières années sont marquées par le tumulte des adultes, les disputes parentales, la séparation, les absences, nourrissent un sentiment d'insécurité affective. Dans ce climat, l'enfant développe une hypersensibilité, un besoin éperdu d'attention et d'amour, mais aussi une fragilité que l'on confondra plus tard avec de la docilité. Déjà, elle semble chercher dans les regards extérieurs une reconnaissance que le cocon familial peine à lui donner. La caméra devient son terrain de jeu avant même l'adolescence. Elle débute très jeune parfois, guidée, parfois poussée, oscillant entre fascination et contrainte. Derrière le sourire de la petite actrice se cache pourtant une anxiété profonde, peur de décevoir, peur de ne pas être assez. Elle apprend à se dissoudre dans des rôles, à porter des masques qui la protègent autant qu'ils la consument. Être la fille d'eux n'est pas seulement un titre, c'est un poids constant, une comparaison permanente avec un père adulé, une mère exigeante. De cette enfance façonnée par les projecteurs, Marie garde une soif d'absolu. Elle veut aimer sans condition, se donner entièrement, comme pour combler les vides laissés par des parents trop occupés à leur propre combat. Mais cette quête d'amour, aussi noble, soit-elle l'expose à des relations inégales, à des hommes capables de séduire sa sensibilité et d'en abuser. On comprend, alors que la tragédie à venir n'est pas un simple hasard cruel, elle prend racine dans cette enfance de contraste où la lumière des plateaux cachait déjà des ombres silencieuses. Dans ce terreau fragile se construit une femme qui brillera à l'écran, mais qui, dans l'intimité, cherchera toujours ce qu'on lui a refusé, petite, un amour sûr, stable, indestructible. Dès l'adolescence, Marie Trintignant s'impose comme une présence singulière à l'écran. Sa beauté fragile, son regard à la fois tendre et inquiet, séduisent réalisateurs et spectateurs. Les années 1980 et 1990 la consacrent comme l'une des grandes actrices françaises, plus de 50 films, des rôles aux côtés des plus grands des Césars qui saluent son talent. Elle incarne des femmes fortes, blessées, complexes, comme si son propre vécu alimentait chacune de ses interprétations. Chaque apparition devient une promesse de vérité, de profondeur, une manière d'habiter le cinéma avec une intensité rare. Pourtant, derrière les récompenses et les applaudissements se cache une tension permanente. Marie, hypersensible, vit ses rôles comme des miroirs de ses propres failles. Jouer devient autant un exutoire qu'un fardeau, elle se donne tout entière, mais au prix d'une énergie intérieure qu'elle peine à reconstituer. Sa carrière n'est pas seulement un enchaînement de succès, c'est aussi une fuite en avant, un moyen de taire ses blessures en se fondant dans des personnages. La presse la décrit comme une comédienne brillante, mais parle aussi de ses fragilités, de ses amours agités.
Les journalistes aiment ce contraste, la star radieuse sur scène, la femme fragile en coulisses. Et ce contraste nourrit le mythe. Plus elle brille devant les caméras, plus son intimité se fissure dans l'ombre. Ces relations amoureuses se succèdent passionnées et instables, comme si elles cherchaient dans chaque rencontre le remède à une solitude inavouée. La célébrité, loin de la protéger, amplifie ses vulnérabilités. Les flashs capturent son sourire, mais ignorent ses larmes. Le public applaudit son jeu sans entendre ses silences. C'est le paradoxe des artistes, on croit les connaître, mais on ne voit d'eux qu'une image travaillée, filtrée, idéalisée. Dans le cas de Marie, cette image masque une quête de reconnaissance affective, une fragilité qu'aucun trophée ne saurait combler. Au tournant des années 2000, sa carrière atteint un sommet, elle est respectée, demandée, aimée du public, mais c'est à ce moment précis qu'elle rencontre celui qui bouleversera tout Bertrand Cantat. L'actrice consacrée et le chanteur rebelle, deux figures publiques que tout oppose et que la passion va réunir. Derrière les applaudissements et les lumières des plateaux, c'est une autre scène qui s'ouvre, celle d'un amour incandescent, promesse de bonheur, mais porteur déjà de ténèbres. La rencontre entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat ressemble d'abord à une collision d'étoiles. Elle, actrice respectée, incarnation de la grâce blessée du cinéma français, lui chanteur charismatique du groupe Noir Désir, idole d'une génération révoltée, figure sombre et magnétique du rock engagé. Leur union paraît improbable et pourtant, dès leur premier regard, quelque chose d'inexorable se noue. C'est l'attirance des contraires, l'ardeur rebelle de l'un répond à la fragilité lumineuse de l'autre. Leur histoire s'écrit sur le mode de la fulgurance. Les amis parlent d'une passion totale dévorante qui efface tout sur son passage. Bertrand devient pour Marie plus qu'un amant, un absolu, une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle, en retour, lui offre une tendresse, une écoute, une admiration sans réserve, mais cette fusion, qui semble idyllique au départ, se teinte vite d'ombres inquiétantes. Car dans cette relation, la passion n'est pas synonyme de liberté, elle devient emprise. Cantat sur scène incarne la révolte contre l'ordre établi. Dans l'intimité, il se révèle jaloux, colérique, incapable de supporter la moindre distance. Il scrute les gestes, interprète les silences, transforme les conversations en interrogatoires. Marie, qui rêve d'un amour protecteur, se retrouve peu à peu prisonnière d'un amour étouffant. Ses proches le pressentent, les regards se durcissent, les tensions s'accumulent. Mais comment alerter une femme persuadée d'avoir trouvé enfin la passion qu'elle cherchait depuis l'enfance? Ce qui nourrit l'intensité de leur relation est aussi ce qui la ronge. Les moments de bonheur sont enivrants, mais suivis de disputes violentes, de réconciliations brûlantes, d'un cycle qui se répète sans fin. Marie accepte les excès, pardonne, les colères croient aux promesses de changement. Elle voit en Bertrand l'artiste maudit qu'elle veut apaiser, sauver, peut être. C'est là l'illusion tragique de tant de femmes, croire que l'amour suffira à dompter les démons. Dans les coulisses de leur vie publique, un huis clos toxique s'installe. Le rocker adulé et l'actrice vénérée deviennent un couple sous haute tension où l'admiration et la peur s'entrelacent. Les amis parlent d'une passion incandescente, mais aussi d'un climat lourd, presque dangereux. Les journalistes notent l'énergie dévorante de Cantat, mais personne n'imagine encore à quel point cette énergie peut basculer dans la destruction. Et pourtant, les signes sont là. Les éclats de voix, les blessures invisibles, les confidences murmurées, puis vite rétractées. Marie, prisonnière d'un engrenage affectif, se tait. Comme tant d'autres victimes de violences conjugales, elle minimise, justifie, croit que l'amour guérira tout. Elle ne voit pas ou refuse de voir que cet amour n'est pas un refuge mais une tempête. Elle se persuade qu'il s'agit de passion alors qu'il s'agit déjà de domination. Le couple avance ainsi entre étreinte et orage jusqu'à ce que la tension devienne insoutenable. Ce qui aurait dû être une histoire d'amour flamboyante se transforme peu à peu en champ de bataille. La passion, autrefois promesse d'éternité, devient menace. L'issue tragique se rapproche inévitable comme une fatalité inscrite dès le premier baiser. Car dans ce duo où l'amour et la violence se confondent, il n'est qu'un pas du désir à la destruction. Et ce pas, Bertrand Cantat s'apprête à le franchir dans une nuit qui marquera à jamais la mémoire collective. L'été 2003 aurait dû être un moment d'accomplissement pour Marie. Elle tourne en Lituanie à Vilnius sous la direction de sa mère dans un téléfilm inspiré de Colette. Sa carrière est au sommet, son talent reconnu, et sa vie semble avoir trouvé une nouvelle intensité auprès de Bertrand Cantat. Pourtant, dans les coulisses, le couple se fissure. Les disputes se multiplient, nourries par la jalousie maladive du chanteur, par les tensions inhérentes à leur relation fusionnelle. Chaque instant de bonheur semble rattrapé par une ombre plus lourde.
La nuit du 26 au 27 juillet, dans une chambre d'hôtel, tout bascule. Les témoins parlent d'un différend banal, au départ une querelle de couple comme tant d'autres. Mais pour Quentin, chaque mot, chaque geste de Marie devient un affront insupportable. L'alcool, la fatigue, les rancunes accumulées attisent le feu, et soudain la passion se mue en violence. Bertrand frappe, non pas un coup, mais une pluie de coups. 23 impacts violents sur le visage et la tête de Marie. 23 gestes qui ne laissent plus aucune place au doute. L'amour a disparu, remplacé par la rage. Le silence qui suit est assourdissant. Marie est inconsciente. Quentin, dépassé par son propre geste, tente d'appeler à l'aide trop tard. Quand les secours arrivent, l'actrice est plongée dans un coma profond. À l'hôpital de Vilnius, les médecins s'acharnent, mais le diagnostic est implacable. Les lésions cérébrales sont irréversibles. Le 1er août, entouré des siens, Marie Trintignant s'éteint à l'âge de 41 ans. La nouvelle traverse la France comme une onde de choc. La presse parle de tragédie nationale, les spectateurs pleurent une actrice qui incarnait leur imaginaire. Le pays tout entier retient son souffle. Les images envahissent les écrans. Jean-Louis, silhouette brisée Nadine, visage ravagé par la douleur, les frères et amis anéantis. Comment comprendre qu'une vie si riche, si vibrante, ait pu être réduite à néant par la main de celui qui prétendait aimer? Les mots se bousculent: crime passionnel, féminicide, drame de la jalousie. Mais derrière les étiquettes, une réalité nue s'impose. Marie est morte sous les coups de son compagnon, et rien ne pourra effacer cette vérité. Dans les rues de Paris, des centaines de personnes déposent des fleurs, des bougies, des lettres. Le théâtre de l'Odéon, qu'elle avait illuminé de sa présence, devient un lieu de recueillement. Les hommages officiels pleuvent, mais ce sont surtout les voix anonymes qui résonnent, celles des femmes qui se reconnaissent dans son destin, qui disent leurs peurs, leurs blessures tuent. Le drame individuel devient alors affaire collective. La mort de Marie met en lumière ce que beaucoup préféraient ignorer: la violence conjugale, souvent banalisée, peut tuer même au cœur d'un couple idolâtré. Ce 1er août 2003, c'est pas seulement une actrice qui disparaît. C'est une conscience qui s'éveille dans un pays où l'on pensait que l'amour même tourmenté restait sacré. Désormais, la France ne peut plus détourner le regard. Derrière la passion se cache parfois la barbarie, et derrière le mot amour peut se tapir l'instrument de la mort. La tombe de Marie, dans le Vaucluse, devient le symbole d'une promesse trahie et d'une lutte à poursuivre celle pour que plus jamais une femme ne tombe sous les coups de celui qu'elle croyait aimer. Le procès qui s'ouvre en 2004 à Vilnius n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'un pays contraint de regarder en face ce qu'il aurait voulu nier. Bertrand Cantat, idole du rock français, s'assoit dans le box des accusés, visage fermé, silhouette affaissée. Il reconnaît les coups, tente d'invoquer la jalousie, la passion, comme si ces mots pouvaient justifier l'injustifiable. Le tribunal lituanien implacable le condamne à 8 ans de prison pour homicide involontaire. Mais à peine 4 ans plus tard, il bénéficie d'une libération anticipée, suscitant une indignation sourde en France. Pour la famille Trintignant, c'est une double peine. Ils ont perdu Marie et voient son bourreau retrouver sa liberté si vite. Nadine, sa mère, ne cesse de rappeler la mémoire de sa fille et de dénoncer l'indifférence face aux violences conjugales. Jean-Louis meurtri se retire davantage, prisonnier d'un chagrin qui ne le quittera plus. Les frères et amis se mobilisent, mais la blessure reste béante, comme si la justice, en allégeant la sentence, avait minimisé la gravité du crime. Dans la société française, le débat enfle. Comment accepter qu'un artiste adulé puisse reprendre la scène alors qu'il a ôté la vie à la femme qu'il aimait? Certains défendent la réinsertion, d'autres criant au scandale. Les concerts de Cantat deviennent des champs de bataille symboliques, d'un côté des fans fidèles, de l'autre des militants féministes qui brandissent le nom de Marie comme un cri. Le chanteur marqué à jamais ne parviendra jamais à effacer cette ombre. Chaque apparition publique est hantée par la nuit de Vilnius. Au-delà du cas individuel, l'affaire soulève une question brûlante: la société française protège-t-elle réellement ces femmes? Le mot féminicide entre peu à peu dans le vocabulaire médiatique. Des associations se mobilisent, des campagnes naissent, et derrière chaque slogan résonne l'histoire de Marie. La justice imparfaite a tranché, mais l'opinion publique, elle ne pardonne pas. Car ce drame n'est pas seulement celui d'une actrice et d'un chanteur, il incarne une violence systémique que l'on ne peut plus balayer d'un revers de main. En 2010, lorsque Nadine publie un livre sur sa fille, c'est moins pour raviver la douleur que pour rappeler derrière chaque statistique, il y a un visage, un sourire, une vie volée. Et celui de Marie restera à jamais celui d'une justice inachevée. Marie Trintignant s'est éteinte à 41 ans au sommet de sa carrière, laissant derrière elle une filmographie dense et vibrante. Ses rôles continuent de hanter l'écran des femmes fragiles, fortes, passionnées, qui semblaient déjà annoncer les blessures de sa propre vie.
Chaque rediffusion de ces films devient une rencontre posthume avec une actrice dont l'intensité brûlait au-delà du cadre. Son nom figure désormais parmi ceux que l'on associe à la mémoire collective d'un cinéma sincère, habité, profondément humain. Mais son héritage dépasse le cinéma. Sa mort a mis un visage sur une réalité trop souvent invisible, la violence conjugale. En France, des milliers de femmes vivent dans la peur silencieuse. Avec le drame de Marie, cette peur est sortie de l'ombre. Les associations féministes s'en sont emparées, les médias ont dû en parler, et la société a commencé à reconnaître ce fléau. Elle est devenue, malgré elle, un symbole de lutte. Son histoire rappelle que l'amour ne justifie jamais la brutalité, que la passion ne doit jamais masquer la domination. Pour sa famille, l'absence reste béante. Nadine, inlassable, continue de porter la voix de sa fille, de témoigner, de sensibiliser. Jean-Louis, figure légendaire, aura toujours dans son regard l'ombre de cette perte. Mais au-delà du deuil intime, il demeure une lumière, celle d'une femme qui, par son art et par son destin, a réveillé une conscience collective. Marie Trintignant ne sera jamais oubliée. Ses films restent, ses mots résonnent, et son visage habite la mémoire d'une génération. Elle a payé de sa vie l'illusion d'un amour absolu, et c'est précisément pour cela que son histoire doit encore être racontée, pour que plus jamais la passion ne serve d'alibi à la violence.